Nous sommes en direct avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Merci beaucoup d'être en direct avec nous, Madame Lambert. Philippe Chalmin disait, en fait, nous n'allons pas avoir de hausse de prix des produits agricoles. Ce matin, chez nos confrères de France Inter, vous avez dit la hausse des prix, elle atteint actuellement les 5%, alors qu'il faudrait une hausse de 15% pour que les agriculteurs puissent compenser la hausse des coûts. Donc vous demandez une hausse des prix agricoles. J'ai demandé une hausse de 8%, pas de 15%. La France est le pays d'Europe aujourd'hui qui a le niveau d'inflation le plus bas. Nous sommes à 5%. L'Allemagne est à 8,7%, l'Espagne est à 8,9%, les Pays-Bas sont à 10%. C'est-à-dire que la France est le pays de l'inflation la moins élevée, de l'alimentation la moins chère. Et dans le domaine de l'agriculture, et M. Chalmin le sait très bien, les engrais ont augmenté de 150% pour les engrais azotés, le carburant a doublé, le gaz a été multiplié par 7. C'est-à-dire tout ce qui nous sert à produire a augmenté. Donc nos coûts de production augmentent. Et nous avons donc besoin de passer des hausses quand nous vendons nos produits. Et je parle aussi de l'alimentation animale. Quand le blé a dépassé les 400 € tonne, c'est plus que doublé pour cet aliment-là qui représente l'essentiel des aliments des volailles, des porcs, etc. Donc les agriculteurs qui depuis 8 ans subissent des baisses de prix parce qu'il y a eu de la déflation sur les prix alimentaires depuis 8 ans ne peuvent plus supporter de baisser encore, sinon nous perdrons encore plus d'exploitations agricoles. Par contre, le leitmotiv des distributeurs qui est de dire « venez chez moi, c'est moins cher » ne tient pas. Jamais les prix ont été aussi bas, il n'y a jamais eu autant de précaires alimentaires. C'est pour ça que l'idée d'un chèque alimentaire ponctuel, pour l'instant, par rapport à un taux d'inflation élevé à 5 en France, voire peut-être plus à terme, alors que nous sommes d'habitude à 2%. Donc nous demandons un chèque alimentaire durable pour que les plus précaires, 5,5 millions de personnes, puissent se nourrir, c'est le besoin élémentaire. Mais par contre, que ceux qui ont les moyens de payer l'alimentation à son vrai prix, celui du coût de production, payent au coût de production et qu'on applique vraiment cette loi construite justement pour amener de la valeur aux agriculteurs. La crise ukrainienne révèle aussi que nous sommes dépendants d'autres pays. C'est fragile d'être dépendant. La guerre en Ukraine aujourd'hui, l'explosion de la demande chinoise, des événements climatiques comme la grêle de ce week-end ou les sécheresses. On voit la sécheresse au Canada, il n'y a plus de moutarde dans les rayons. Donc l'alimentation, c'est fragile. La souveraineté alimentaire n'est pas un sujet résolu. C'est une question très forte en ce moment. Alors, je voudrais que vous écoutiez avec nous ces consommateurs que Paul Laroutureau a rencontrés à la sortie d'un supermarché. Avant, j'achetais des cabiots, des poissons un peu plus nobles. Aujourd'hui, je peux me contenter d'une truite qui est un peu moins chère, mais qui reste du poisson. Et pareil, les légumes, avant, j'achetais un peu plus de brocolis et des endives. Aujourd'hui, les endives, c'est 1 € l'endive, hors de prix. Avant, je ne faisais pas attention aux prix. Maintenant, je regarde les prix. Chez qui vous regardez les prix? Depuis la guerre en Ukraine, on est obligé de se priver quelque part, oui, même s'il y a 2 salaires qui rentrent à la maison, je suis désolée, oui. De quoi vous privez? De vêtements, de nourriture, plus ou moins. Là, j'ai vu le kilo de tomates à 6 €, je suis désolée, j'achète pas des tomates à 6 € le kilo. Il y a des choses que je n'achète plus. Par exemple, les pâtes, farine, 58 centimes, c'est passé aujourd'hui à 1 € et quelques. Donc, on peut s'en passer aussi. J'aurais bien aimé acheter des cerises, des abricots. Vu les prix, c'est même pas la peine, quoi. 6 € et quelques le kilo d'abricots, mais c'est une honte. 9 € le kilo de cerises. Les cerises, elles sont, quand vous les regardez, elles sont pas franchement... On va pas non plus chialer, hein. Mais c'est dur quand même. Je pense que ça va exploser. Ça va exploser? Ouais, je pense que ça va exploser. Voilà, on va revenir sur exploser, mais peut-être, Madame Lambert, quand vous entendez ça, j'ai entendu que vous disiez, et Philippe Chalmin aussi, il dit nos prix agricoles ne sont pas si chers, et pourtant ils sont vécus comme très chers. Enfin, on vient d'entendre quelques consommateurs. Oui, mais bien sûr, et c'est normal, quand vous interrogez les gens et que les médias ne parlent que de ça, c'est cher, mon Dieu, c'est très dur. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'un certain nombre de Pandel, Kantar et d'autres disent aussi que 70% des Français comprennent qu'avec la guerre en Ukraine et la rareté de l'huile de tournesol et autres, ils sont prêts à payer un petit peu plus cher. Je rappelle quand même que l'énergie a augmenté de 28%, l'alimentation a augmenté de 4,8%. Donc le logement a augmenté de 34% sur les 10 dernières années, l'énergie a augmenté
Les transports ont donc augmenté, la téléphonie a augmenté, l'alimentation c'est aujourd'hui le 4e poste de dépense et c'est la dépense la plus visible. On paye par virement sa facture d'énergie, sa facture de loyer, on ne le voit pas, mais ça augmente beaucoup plus que l'alimentation. Et puis moi je vous mets en face tout ce qui est demandé aux agriculteurs, faire des transitions écologiques, faire du bien-être animal, travailler mieux, etc., etc. Ça a un prix. On ne peut pas avoir d'un côté un citoyen qui dit vous les agriculteurs français produisez mieux, faites plein de transitions. Et de l'autre côté, un consommateur, le même parfois, qui dit « Ouais, mais moi, je veux payer moins cher. Vos cerises à 9 €, c'est scandaleux. » Alors oui, les cerises, si elles viennent de Turquie, elles seront à 6 €. Mais elles seront turques. Et elles auront reçu des produits phyto qui sont interdits en France. Ça aussi, c'est un paradoxe. Mais les grands distributeurs portent une responsabilité d'avoir entretenu les Français qui sont devenus des promovores pour faire venir les Français dans les magasins. Ils ont fait des magasins. La guerre des parts de marché entre distributeurs s'est faite sur le dos des agriculteurs avec des produits toujours moins chers. Merci. Moralité aujourd'hui, on importe 60% de nos fruits. On ne peut plus produire des fruits en France. Et en plus, on se fait mépriser quand les cerises sont à 9 €. Mes producteurs de cerises vont être très mécontents d'entendre ce que dit ce monsieur. Les cerises, c'est un fruit fragile qu'il faut ramasser délicatement. Le producteur les vend aujourd'hui 5 € le kilo et je peux vous dire qu'il ne gagne pas beaucoup d'argent. S'ils sont à 9 €, ça veut dire que le distributeur marche grassement quand il vend ces mêmes cerises. Donc il faut situer la responsabilité de chacun des acteurs. Et quand vous dites que les restaurateurs ont augmenté de 16% les salaires de leurs salariés, ok, mais au bout du compte, ils vont augmenter les prix des repas. Moi, si j'augmente le prix de mes salariés, il faut d'abord que ma coopérative puisse passer une hausse auprès du distributeur qui, pour l'instant, dit non, il n'en est pas question. La chaîne de décision d'augmentation, elle n'est pas courte et simple pour les agriculteurs. Donc je pense qu'il faut faire de la pédagogie. Pourquoi les cerises coûtent 9 €? Pourquoi d'ailleurs on ne trouve pas de personnel pour les cueillir aujourd'hui en France? Il faut aussi se poser toutes ces questions-là. Merci et quand beaucoup la France parce que vous a la êtes très, chance d'avoir une très clair. agriculture... Vous êtes très clair sur justement La France cette a la chaîne. chance d'avoir une agriculture saine et diversifiée. Il faut absolument la conserver. Et l'alimentation, ça a un prix. Merci beaucoup, merci pour ces explications très claires. Eh bien voilà, les cerises à 9 €, c'est difficile, mais quand elles sont bonnes, ça vaut la peine. Je suis d'accord, mais effectivement, on a ce conflit. Hein, on a ce conflit. Oui, mais c'est-à-dire c'est intéressant ce que disait Christiane Lambert, parce que on importe aujourd'hui 60% de nos fruits et légumes. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on a un coût du travail élevé, et du coup, les entreprises ne sont pas compétitives. Et ça coûte moins cher de faire venir les fruits et légumes d'Espagne. Et on est exactement dans la boucle. Pourquoi est-ce qu'on a un coût du travail élevé ? Parce qu'on a des redistributions qui sont importantes. À force d'accumuler les chèques, finalement, on oblitère la base sur laquelle est construite l'économie, c'est-à-dire justement les taux de prélèvement. On augmente le coût du travail avec ça. Mieux vaudrait baisser les charges, augmenter les salaires directs et laisser l'État en dehors de tout ça, de façon à ce que les entreprises rémunèrent le travail à son prix. À son juste prix. Si Philippe je Chalmin puis puis me Dominique permettre, Carlac. parce que je trouve que quand même, Christiane Lambert avait raison sur un point. C'est quand même de rappeler que les prix de l'alimentation, je vous prends les Oui, prix elle l'a comparé de avec base. les autres. Voilà, non mais même les prix, je dirais, de votre fond de caddie, le beurre, la brique de lait UHT, le steak haché, le kilo de steak haché, etc. Sur les 10 dernières années, c'est quasiment flat et même ça a diminué. Il faut en tenir compte. Les prix de l'alimentation de base, alors pas des produits qui se sophistiquent, etc., mais les prix de l'alimentation de base sont restés extrêmement faibles. Et c'est pour ça qu'il y a un Et choc pour le c'est vrai- consommateur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait de voir cette augmentation très nette, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, alors que peut-être le prix du forfait de téléphone ou le prix d'autre chose, on a plus l'habitude qu'il Ben, augmente. on le sent. Alors, il ne faut pas oublier aussi, elle a tout à fait raison de dire que dans les coûts de production de l'agriculture, il y a notamment un véritable choc lié à la crise du gaz sur les engrais, et la potasse en plus, puisque c'est la Russie et la Bélarus, et que d'autre part, dans tous ces produits alimentaires, il y a des emballages, il y a du plastique, il y a du papier, il y a du bois dans certains cas, toute matière première dont le prix a largement augmenté. Et c'est ça quand même dont il faut tenir compte dans le caddie du ménage moyen. Dominique Carlac, puis Madame Versali. Que ce soit dans l'agriculture ou dans l'industrie, le coût de production a augmenté. Les matières premières ont augmenté, l'énergie a augmenté, donc les coûts de production ont augmenté.
Alors effectivement, on a des prélèvements champions du monde en France, et nous, on se bat sur les impôts de production, où vous avez à peine ouvert la lumière que vous payez déjà avant même d'avoir vendu votre production. Donc ça, il faut qu'on baisse les impôts de production, parce que malheureusement, je ne suis pas aussi optimiste que vous sur l'avenir. Je pense que ce qui coûte le plus cher aujourd'hui aux Français, c'est effectivement le carburant et le logement. Le logement, il faut faire un programme massif de construction, parce qu'il ne faut plus que la rareté du bien fasse augmenter le prix des biens ou les prix des loyers. Donc il faut un programme massif, personne n'en parle actuellement, le logement, il faut un programme massif pour que l'accessibilité à la propriété ou à la location baisse. Sur l'énergie, je pense que ça va durer longtemps. Parce qu'aujourd'hui, on a des volontés de la société dans son ensemble d'avoir de l'énergie propre. Mais l'énergie propre, la conversion d'un modèle fossile à un modèle pas fossile, c'est 40 milliards par an d'investissement. Donc comment voulez-vous investir? Ça augmentera les coûts de production. Et le consentement à payer, que ce soit pour des cerises ou pour de l'énergie propre, ça sera toujours aussi compliqué. C'est une des questions qu'on va évoquer tout à l'heure, parce qu'on va aussi parler avec Michel Biraud, le directeur des achats et marketing de Lidl France. Dans un instant, il est avec nous. Mais Céline Verzelletti. Oui, je voulais juste réagir à tout ce que j'ai pu entendre. Bien Moi, sûr. ce que je trouve quand même, et c'est un peu tout le monde quand même qui est comme ça finalement, et forcément, moi, en tant que syndicaliste, je ne m'y retrouve pas. J'ai l'impression que les salaires, c'est toujours la variable d'ajustement. Et on en parle en dernier, d'ailleurs. Les salaires, et même des travailleurs et travailleuses. On a l'impression, que ce soit l'énergie, que ce soit l'agriculture, que ce soit tout ce que vous avez pu citer, que personne ne crée les richesses. À un moment donné, il y a quand même des travailleurs, des salariés qui créent les richesses. Ça, on est bien d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord autour de la table. Et pourquoi, systématiquement, soit on nous dit, les salaires, si on les augmente, ça va augmenter le coût du travail, et donc, du coup, finalement, on ne va pas s'y retrouver parce que, aussi, on va élever... Nicolas le coût Bouzou de disait dans production. certains secteurs, si le On secteur va n'est vous pas dire qu'on ne productif. sera pas assez compétitif. Bon, bref, il y a toujours des raisons pour ne pas augmenter les salaires. Mais en vrai, ce que je disais, donc les travailleurs et ces salariés, qui souvent travaillent dans des conditions de plus en plus dégradées. On l'a vu aussi d'ailleurs pendant la pandémie, qui là aussi aujourd'hui sont dans des conditions de plus en plus intolérables. Et d'ailleurs, il y a des secteurs professionnels qui ont des difficultés aujourd'hui à trouver d'ailleurs des salariés parce que justement, ils ne payent pas suffisamment leurs salariés. Avec des conditions, on travaille la nuit, on travaille les week-ends, on n'a pas de congés, etc., etc. Donc à un moment donné, quand même, moi, je dis que ce qui doit être la variable d'ajustement, ce sont les profits, ce sont les marges des grandes entreprises qui, elles, ces marges-là, se sont amplifiées, et notamment pendant la pandémie. Et aujourd'hui encore, malgré justement l'inflation, et malgré, et encore justement, et parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation d'investissement et ni d'augmentation des salaires. Alors, les salariés, ils en ont marre finalement de payer toujours la facture, parce que c'est toujours nous qui, au bout, payons la facture. Avec l'inflation, on a un pouvoir d'achat qui baisse. Avec l'inflation, on n'arrive plus à remplir nos caddies. Parce que moi, je veux bien qu'on compare, par exemple, l'alimentation avec les portables ou autres, mais à un moment donné, l'alimentation, c'est un peu vital quand même. Il faut bien manger. Et on nous dit en plus qu'il faut manger, oui, correctement, mais vous avez vu les prix aussi, que ce soit des produits bio ou autres de qualité, ils sont beaucoup plus chers. Donc finalement, c'est toujours les mêmes qui ne peuvent pas non plus avoir une alimentation. Et c'est pour ça qu'il y a cette politique de chèque. Et c'est pour ça qu'il y a ce que vous disiez, c'est-à-dire une volonté de cibler les aides sur les gens qui ont le plus besoin dans ces dépenses contraintes. La valeur travail, ça a été dit tout à l'heure, il faut la reconnaître. Nous avons des qualifications, nous produisons des richesses, nous voulons être payés à notre juste valeur par rapport à ce qu'on produit et nos qualifications. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'il faut les deux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, les marchés sont en tension d'emploi, donc de toute façon, les salaires mécaniquement augmentent parce que on n'arrive pas à embaucher, donc mécaniquement, ça se fait sur les salaires. Et je rappelle quand même que en janvier 2022, les 3/4 des entreprises ont fait des augmentations de salaire plus fortes que les années d'avant. Et oui, mais pourquoi vous avez encore un nombre de salariés qui sont en dessous du SMIC, qui ne sont pas payés au SMIC? Moi, je parle des entreprises que je connais, 190 000, qui ont fait, pour les 3/4 d'entre elles, des augmentations de salaire. Alors, on ne donne pas ce que l'on n'a pas. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui n'ont pas retrouvé les marges qu'elles avaient avant la crise. Donc, elles ne peuvent pas donner ce qu'elles n'ont pas. En revanche, celles qui ont fait des marges, à la fois
elles ont augmenté les salaires, et à la fois, il faut quand même qu'elles investissent, parce que toutes ces transitions, elles vont pas se faire toutes seules. Pas tout à fait vrai. Alors, ce on que va vous revenir dites, sur la parce que- transition énergétique et on va rester sur la distribution, puisque Michel Biérot, le directeur exécutif achat et marketing de Lidl France, est avec nous. C'est une marque discount, donc moins chère théoriquement même que les enseignes hyper et supermarchés. Vous avez 400 000 nouveaux clients qui poussent la porte de l'un de vos magasins ces derniers temps, chaque mois, et vous multipliez les promotions. C'est ce que disait Christiane Lambert, avec beaucoup d'inquiétude, en disant que vous faisiez la chasse aux promos et que du coup, comment vous faites pour respecter le prix pour les agriculteurs, leur prix de production? Alors non, on ne fait pas des multiplications de promotions, ce n'est pas vrai. On est un magasin très atypique et on est sur un modèle qui est parfaitement taillé pour traverser une crise comme celle que nous sommes en train de vivre et que vous expliquez depuis un bon moment. En fait, chez Lidl, vous trouvez 90% de marques de distributeurs contre 10% de marques nationales. Une marque de distributeur, c'est une marque qui m'appartient. Elle n'est pas soumise à la loi LME, la loi de modernisation d'économie. Et donc, je n'ai pas des seuils de déclenchement, je n'ai pas besoin d'attendre une date limite pour négocier. Je négocie tous les jours. Sur une marque de distributeur, ça fait 6 fois que nous avons passé des hausses pour les éleveurs de volailles. Je rentre cet après-midi d'un groupement de porcs où on discute prix en permanence. Donc, ce n'est pas parce que je fais des promos que je ne paye pas bien les éleveurs avec qui je travaille. Pourquoi les consommateurs viennent chez nous aujourd'hui? Pourquoi on gagne 400 000 nouveaux consommateurs? Tout simplement parce que nous sommes sur ce modèle de marque de distributeur qui est entre 25 et 30% moins cher qu'une marque nationale. Alors que tous mes concurrents font entre 70 et 90% de marques nationales. Donc forcément, le consommateur, il va de plus en plus vers les marques de distributeurs. Donc oui, on en profite. Mais malgré ça, on continue effectivement à inciter le consommateur à venir en faisant par exemple le coup de pouce qui vaut le coup avec 5% de remise sur la totalité du magasin pour tous les consommateurs qui ont la carte Lidl Plus, qui est une carte de fidélité dématérialisée sur n'importe quel smartphone. Alors, au-delà de l'aspect peut-être un peu publicité que vous faites à votre marque, et c'est après tout normal, je vous ai invité pour parler de votre travail. Je voudrais que vous nous disiez ce que vous pensez. Est-ce que cette inflation, elle va durer? Et est-ce que vous vous adaptez à cette demande, à ces inquiétudes des consommateurs? Comme analyste, comme quelqu'un qui analyse justement les tendances. Alors, bien évidemment que l'inflation va durer. Chez Lidl, dans nos rayons alimentaires, on est à 2,8-2,9% d'inflation à cette heure-ci. Je pense que fin d'été, on va passer les 5% probablement. Et à la fin de l'année, on va certainement être à 7% d'inflation, 7-8% d'inflation. Donc, bien sûr qu'on l'a subi, cette inflation. Mais encore une fois, le modèle n'est pas le même. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème en France, c'est la loi de modernisation de l'économie. Je travaille avec des députés pour essayer, alors j'espère qu'ils seront réélus dans quelques jours, pour essayer de la supprimer. La loi de modernisation de l'économie, elle part d'un tarif général où il y a des plans d'affaires qui sont négociés entre distributeurs et industriels, multinationales, et ces gens-là ne prennent pas en compte justement ce que disait Christiane Lambert, ne prennent pas en compte les éleveurs et leurs problématiques. Et ils sont les premiers à trinquer de cette inflation. Aujourd'hui, un kilo de porc sorti ferme, c'est 2,50 €. Pourquoi? Parce que l'aliment que consomment les cochons pour grandir, il est passé de 200 € la tonne de blé à 400 € la tonne. La tonne de blé a doublé. Merci beaucoup, merci pour toutes ces explications ce soir donc sur la constitution d'un prix, quoi. Comment se fabrique un prix? Finalement, c'est ce qu'on a appris, et comme ils se sont beaucoup élevés, on a compris aussi pourquoi c'était le cas. Oui, alors une seule chose, c'est que nombre de ces prix, que ce soit les prix de l'énergie, que ce soit les prix d'un certain nombre de grands produits agricoles, ne dépendent ni de la France, ni de l'Europe, mais nous sommes sur des marchés mondiaux. Donc, malheureusement, pour un certain nombre de produits agricoles, c'est très difficile de le faire comprendre et accepter encore plus par les agriculteurs. C'est tout à fait logique de dire « mais je veux couvrir la réalité de mes coûts de production ». Le problème, c'est qu'à un moment donné, à un prix sur un marché, c'est la rencontre entre une offre et une demande. Et que lorsque le prix du blé était à 150 € la tonne, on était effectivement
en dessous probablement du coût de production d'un céréalier moyen. Aujourd'hui, on est à 380, donc on est bien au-dessus, même si les coûts de production ont augmenté du fait de l'augmentation des prix des engrais. Mais donc, il y a une très grande différence entre les marchés qui sont des marchés mondiaux sur lesquels nous n'avons aucune maîtrise, et puis effectivement, ce dont parlait le représentant de Lidl, c'est-à-dire des filières directes sur lesquelles il peut s'engager contractuellement, et la contractualisation, ça c'est une vraie solution. Nicolas Bouzou. Mais en fait, je pense qu'il faut quand même qu'on revienne aux raisons fondamentales de cette inflation. Ouais. Hein. On a une pandémie et une guerre. Le pire qui puisse arriver à une économie, c'est une pandémie ou une guerre. C'est le pire. On a eu les deux. Voilà. Et ça a un effet très délétère sur l'économie, c'est que ça diminue ce qu'on est capable de produire. La pandémie, elle désorganise complètement nos façons de produire, les chaînes d'approvisionnement, la logistique, etc. Et la guerre en Ukraine, alors là, c'est presque pire. Il y a des choses qui ne sont plus disponibles, notamment les céréales, le blé, ou en tout cas qui le sont moins. Et donc, comment on s'adapte? Parce que c'est pas la première fois qu'on vit des crises comme ça, même si elles sont particulièrement... aussi rapprochées, oui, aussi fortes et aussi rapprochées, franchement, on n'a pas de chance. Comment vous, les économistes, comment on doit s'adapter? Je veux dire, en fait, aujourd'hui, on est dans une situation globalement où on a une capacité de production des entreprises qui est insuffisante par rapport aux besoins. Et donc, toute la stratégie économique pour faire face à ça, pour faire face à cette conjonction de l'inflation et de la stagnation, parce que la stagflation, on y est, hein. Il y a plus de croissance. Oui, on est à moins 0,2. Au moment où je vous parle, ouais. l'activité économique, elle est stable, elle ne progresse pas. Donc la seule stratégie qui permet d'en sortir, c'est de produire plus, c'est de faire plus, c'est d'investir plus, c'est de travailler plus, c'est d'être plus nombreux à travailler, c'est de construire des filières, notamment, je pense, à l'énergie et à l'alimentation. C'est là qu'il y a des ruptures. Et donc, en Europe, parce qu'on ne va pas le faire tout seul, il faut avoir des stratégies de déploiement de ces filières. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'il faut articuler le court et le long terme. Le court terme, aider les gens qui en ont le plus besoin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et le moyen et le long terme, mettre en place cette politique, parce que la stagflation, personne n'a jamais connu ça, hein, ici. Ceux qui... soit les gens... Alors, je vais... Non, alors... je vais être encore plus... Attention, c'est les experts. La bataille des experts. Soit les gens ne l'ont pas connu, soit ceux qui l'ont connu s'en souviennent plus complètement, parce que merci. C'est très ancien. C'est une question de date de naissance. C'est ça. Mais je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que dit Nicolas. Les causes apparentes et conjoncturelles sont bien sûr l'épidémie et la guerre, mais au fond, si on s'intéresse à l'inflation, on ne peut pas faire l'impasse sur des tendances long terme. Oui, alors je vais vous interrompre parce que justement, Margot Haddad, qui nous a rejoint, j'avais prévu de lui proposer de nous expliquer les causes récentes et durables. Et donc, nous l'écoutons voilà, avec intérêt. Elle va nous l'expliquer et puis on va venir parce qu'on va essayer de comprendre comment on va s'adapter. Margot, les causes profondes de l'inflation. Oui, alors la première cause, c'est la réouverture rapide de notre économie. Eh bien oui, les gouvernements ont pratiqué le quoi qu'il en coûte et du coup, ils ont emprunté lourdement pour reverser des aides colossales aux entreprises et aux particuliers. Conséquence, la demande explose et tout naturellement, donc les prix augmentent. Deuxième cause, les facteurs géopolitiques, avec tout d'abord, on en parlait, cette guerre en Ukraine. Le pays est l'un des greniers du monde et cette guerre, elle a de nombreuses conséquences sur les prix de l'énergie et sur les prix de l'alimentation. Et pour corser le tout, la Russie est aux manœuvres des hydrocarbures. Moscou a ralenti ses livraisons de gaz et de pétrole. Elle a assuré ses contrats longs, mais elle a pratiquement cessé d'honorer ses contrats courts. Et en plus de ça, la Chine n'est toujours pas sortie de sa politique zéro Covid, ce qui implique la fermeture sporadique de milliers d'entreprises. Conséquence, ça bloque le commerce extérieur et les approvisionnements et l'offre mondiale se raréfie et donc tout devient plus cher. Et autre phénomène, vous avez failli me couper l'herbe sous le pied, mais dont on parle moins et qui ne se fait pas encore totalement sentir, c'est ce qu'on appelle la greenflation ou l'inflation verte, c'est-à-dire une hausse des prix de l'énergie en raison des nouvelles technologies environnementales. Une longue période de transition nous attend donc, au cours de laquelle le prix de l'énergie pourrait continuer à augmenter. 3 facteurs pourraient se combiner. Tout d'abord, une capacité de production des énergies renouvelables insuffisante à court terme, la réduction des investissements dans les combustibles fossiles et l'augmentation des prix du carbone route. Merci beaucoup Margot. Écoutez, Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, elle disait de toute façon, on a des coûts de la transition écologique. Gouverner, c'est prévoir et c'est dire la vérité et c'est être lucide. Ceux qui promettent, et il y en a beaucoup, de raser gratis, de bloquer les prix en disant « mais vous inquiétez pas, personne ne va payer », racontent des mensonges aux Français. Oui, on a des grandes transitions à mener. La transition écologique en est une. Le pétrole, on n'en produit pas.
Voilà, donc c'est mentir si on dit qu'on va pouvoir bloquer les prix. Oui. Par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait partie du programme de Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, bloquer les prix. Vous seriez pour? Alors nous, en tant qu'organisation syndicale, parce que je vais parler des partis politiques, oui. Nous pensons qu'il y a des prix, en effet, qui doivent être bloqués, que la TVA, notamment des produits de première nécessité et de l'énergie, doit être baissée aussi, parce que c'est la taxe la plus injuste aussi. Et par contre, revoir l'impôt sur le revenu, qui doit être beaucoup plus progressif. Donc ça veut dire que, parce que j'entends dire, quand on dit qu'il faut bloquer les prix ou qu'il faut baisser les taxes, il n'y aurait pas de miracle. Non, il n'y a pas de miracle. Par contre, je pense que chacun, ceux qui proposent en tout cas ces blocages de prix, et en tout cas nous à la CGT, quand on les propose, on les finance. On les finance, comme je le dis, par rapport, par exemple, à l'impôt sur le revenu. Par exemple, nous sommes favorables à remettre aussi l'impôt sur les grosses fortunes. Ça rapportait quand même quelques milliards, pas inintéressants dans la période. Taxer ceux qui, finalement, dégagent le plus de profits. Taxer les plus riches et aider, en effet, les personnes qui sont en précarité. Et vous avez parlé aussi, en effet, de l'énergie, et ça, c'est important, parce que le coût de l'énergie, forcément, a un impact aussi sur le prix de production et sur l'inflation. Le transport aussi, on le sait, puisque ça a un impact aussi, quel que soit le secteur professionnel, il utilise donc les transports. Et quand le coût des transports augmente, ou qui en tout cas, il est livré comme ça dans le marché, que ce soit l'énergie ou le transport, ça a un impact, en effet, sur les coûts. Donc nous, ce que nous proposons, c'est une autre politique industrielle qui devrait être menée par un gouvernement qui serait, en tout cas, qui aurait pour objectif l'intérêt général. Et par exemple, on propose un pôle public de l'énergie, un pôle public des transports. Et ça permettrait en effet de réguler les prix et de faire en sorte que cette énergie... En plus, prendre en compte, bien évidemment, la transition énergétique qui est essentielle dans la période, et prendre en compte aussi l'énergie et la production d'énergie, elle doit répondre aux besoins. Il me semble, parce que des fois, avec les chiffres, qu'il y a à peu près 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne répond pas quand même à tous les besoins, on ne répond pas aux urgences environnementales et on ouvre par contre au marché et au privé. Donc, alors, je pense que c'est vraiment une erreur politique. Donc, pôle public de transport et pôle public énergétique. Pour l'énergie, c'est essentiel aussi. Le blocage des prix, enfin, au fond, le prix, il est là. Après, vous pouvez décider de le bloquer. En réalité, il n'est pas bloqué pour tout le monde. D'ailleurs, je vous sais de proposer des solutions pour financer. Ça veut dire qu'au fond, on est d'accord. Si on bloque pour l'un, en réalité, c'est l'autre qui paye. Il n'y a pas de miracle. C'est un choix politique. Oui, mais il faut que ça soit les riches et pas les pauvres. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est un choix politique. Il se défend, il s'argumente. Mais sur le fond, si vous voulez, la transition énergétique, c'est un facteur puissamment inflationniste, mais il y en a d'autres. Vous avez la démographie, vous en disiez un mot. Le fait qu'il y ait de moins en moins de bras pour faire tourner l'économie, ça va immanquablement faire monter les salaires. Madame a de beaux jours devant elle. Je pense que, pour le coup, les syndicats qui, dans les 30 dernières années, étaient plutôt accablés par une concurrence mondiale qui comprimait les revenus et les prix, c'est fini, on change de monde. Et ça, c'est un facteur puissamment inflationniste aussi. De la même façon c'est ça que peut-être on ne comprend pas. Il est normal que si les prix augmentent, on demande d'augmenter les salaires pour s'adapter. Mais en fait, si on augmente les salaires, on est aussi dans une logique qui fait augmenter les prix. Forcément. Bon, c'est là la spirale inflationniste. Mais non, mais c'est pas l'augmentation des salaires aujourd'hui qui crée de l'inflation. On est bien d'accord. On est d'accord. On a donné les facteurs. Non, attendez. On a donné les facteurs. Je dis juste qu'il y a ce risque de la spirale inflationniste, comme on l'appelle. Dominique Carlac, Nicolas Bouzou. Après, on va être en direct avec. Il faut se méfier quand même des solutions trop faciles. Il faut combiner les solutions, mais il faut se méfier des solutions trop faciles. La pandémie, la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'elles nous ont démontré? Elles nous ont démontré notre extrême dépendance. Oui. Et donc, on veut tous, aujourd'hui, une économie souveraine. On veut tous avoir de l'autonomie pour se soigner, pour manger, pour se chauffer, etc. Tous, en Europe du moins. Les investissements pour ce faire sont colossaux. Donc, si on veut de la souveraineté, si on pique dans les profits ou dans les marges des entreprises, qui aura la capacité d'investir? Les Chinois? Les Allemands? Les Indiens? Si on veut cette souveraineté de la transition, il faut qu'on ait les moyens de le faire. Donc c'est important de rappeler que aller chercher dans des solutions faciles sur les
profits, en fait, les investissements qu'ils font mettre en face de ces profits sont colossaux. Et il vaut mieux que ce soit des entreprises françaises qui le fassent ou européennes, plutôt que des entreprises qui ont, pour le coup, des fonds hyper importants, hyper gros, qui ne sont pas françaises, qui ne sont pas européennes, mais qui sont chinoises, indiennes. J'ai rien contre eux. Mais si on veut cette souveraineté, eh bien, à un moment donné, il faudra qu'on ait la capacité à investir. Nicolas Bouzou. Alors, n'ayant pas abusé de mon temps de parole, je voudrais prendre, si vous le permettez, Je vous en prie. 35 secondes pour faire un tout petit peu de pédagogie sur cette question de blocage des prix. Donc, contrairement à François Langlais, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse se défendre. Pourquoi la hausse des prix, elle vient, on l'a dit, de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Si vous bloquez les prix, je ne crois pas que ça déconfine Shanghai. Si vous bloquez les prix, je ne crois pas que ça pousse Vladimir Poutine à rouvrir le port d'Odessa. Je pense que ça ne change absolument rien. En revanche, ce que je sais, c'est que ça va gêner des industriels et des distributeurs qui, du coup, vont produire moins, comme à chaque fois que cela se passe quand on bloque les prix. Et donc, ceux qui proposent le blocage des prix, très bien. On me pose souvent la question, est-ce que c'est possible ? C'est parfaitement possible. En France, c'est même très simple. Si c'est temporaire, ça peut se faire par décret, donc on peut le faire du jour au lendemain. Oui, c'est possible. Mais je souhaiterais simplement qu'on aille au bout de la proposition et que ceux qui proposent le blocage des prix me donnent le montant des tickets de rationnement. À qui ils seront distribués ? Pendant combien de temps ? Parce que franchement, si on pouvait mettre fin à l'inflation en bloquant les prix, mais il y a quand même des gens de bonne volonté, ici et ailleurs. Que ne l'aurions-nous fait ? Alors, j'entends l'argument de l'ANUPS qui consiste à dire oui, mais les entreprises qui vont perdre de l'argent parce qu'on aura bloqué les prix, on va leur redonner de l'argent. Non, mais, je veux dire, l'espèce de folie dans laquelle on est en train d'entrer. Bon, honnêtement, mais tout ça ne me semble absolument pas sérieux. Mais pardon, Alors, je ne suis pas du tout en faveur du blocage des prix. Non, il a dit... Non, mais vous avez dit tout à l'heure, avec une courtoisie qui vous honore, que c'était un choix défendable. Attendez, Il y a un choix. Attendez, on reviendra là-dessus.